Ok, bah c'est parti. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu sur YouTube et c'est bien pour ça que je suis là, pour vous expliquer et tout vous raconter. Pour tout vous dire, c'est une vidéo que j'ai déjà tournée il y a quelques jours, mais je me suis un petit peu laissée submerger par mes émotions parce que c'est difficile de parler de ces échecs, ou en tout cas ce qu'on estime être un échec, ou de comment on a mal vécu certaines choses, etc. De faire une introspection en vidéo. Mais en même temps, c'est le genre de vidéo que je consomme moi-même, donc pourquoi pas. C'est difficile d'être vulnérable, mais peut-être que finalement ça fait partie du processus. Et de toute façon, je me sentais pas de revenir sur YouTube sans vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, parce que ça fait pratiquement 2 ans, si ce n'est pas 3 en réalité, que je vais, je viens, je pars, je repars, je vous dis que je reviens et en fait je reviens pas. Et bon, ça suffit. Cette vidéo n'est pas vraiment préparée, je fais exprès de la tourner sans script, sans rien du tout, parce que justement c'est un des problèmes auxquels je me confronte avec YouTube, c'est que je ne sais plus être spontanée, je n'arrive plus à faire des vidéos en étant moi-même, et donc là c'est ce que je vais essayer de faire. On est en thérapie, vous et moi. Il y aura peut-être des longueurs, je vais peut-être partir un peu dans tous les sens, mais c'est tout le but de l'exercice pour moi, puisqu'à chaque fois que je viens sur YouTube, c'est pour vous faire des vidéos que j'ai beaucoup écrites. J'ai tellement peur qu'on me juge, qu'on me dise que je suis pas légitime, qu'on me dise que ça ne va pas, que j'ai pas les bonnes infos, les nanana, que je prends énormément de temps à écrire mes vidéos, au point que j'en ai un petit peu perdu ma spontanéité, mon naturel, ou du moins c'est quelque chose qui me fait super peur. Mais bref, commençons par le commencement avec mon arrivée sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, puisque c'est la plateforme sur laquelle j'ai commencé il y a plus de 10 ans. Je pense que ça fait 12 ou 13 ans que j'ai commencé et c'était dans le cadre de mes études de mode. Lors du jury de fin d'année, il fallait présenter un projet de fin d'année et tous mes camarades ont décidé de faire une collection de mode. Logique, puisqu'on était en études de design de mode. Et moi, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'avais pas envie de faire une collection de mode, j'avais déjà fait un peu des stages dans ce milieu et j'ai compris que je n'étais pas spécialement faite pour ça, ou du moins c'était pas ce qui vraiment me faisait vibrer dans la mode. Et donc j'ai eu l'idée de présenter un média mode 2.0 en partant du constat que les magazines de mode étaient en déclin et à contrario le digital et plus précisément les vidéos YouTube étaient en train d'exploser. Je me suis dit pourquoi ne pas lier les deux et proposer des formats vidéo où on parle de mode. Et si aujourd'hui ça paraît très naturel et logique, la mode est totalement démocratisée sur les réseaux sociaux. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas et j'ai franchement la prétention de dire que j'ai été l'une des premières à faire des vidéos de mode sur les réseaux sociaux et encore plus de l'analyse de mode, le fait d'expliquer des défilés, d'expliquer des collaborations, d'essayer d'analyser une actualité, de présenter tout simplement des actualités. Ça ne se faisait pas, je faisais ça à tâtons au fur et à mesure, j'avais des idées qui me popaient, je regardais du coup beaucoup le digital et les magazines de mode et je me disais comment retranscrire ce genre d'article avec bien évidemment mon point de vue et ma vision en vidéo. Et c'est comme ça que j'ai construit un petit peu tous mes formats, toutes mes catégories de vidéos. Bien évidemment, il y a le fameux format Fashion Police qui est l'un des seuls et qui est déjà connu à la télé. Mais à part ça, franchement, le fait de parler d'un défilé, l'expliquer, c'était rare. À l'international, je pense qu'on était quelques-uns à le faire et on a grandi tous ensemble. Donc je suis assez fière d'avoir fait partie de cette première vague. Et en plus, vous me l'avez super bien rendu puisque en l'espace de 6 mois, quelque chose comme ça, j'avais déjà les 100 000 abonnés sur YouTube, ce qui était énorme. Sauf que, comme vous vous en doutez très certainement, la mode n'était pas ouverte aux influenceurs ou aux créateurs de contenu. C'était même plutôt mal vu le fait de s'associer à des influenceurs. On était encore vraiment dans la starification de la mode et c'était tellement un truc nouveau que des gens parlent de mode et critiquent, analysent la mode sur internet
que, un peu comme tout, au départ, on n'était pas hyper bien reçu. Pour gagner sa vie sur les réseaux sociaux, il fallait un peu jouer le jeu de YouTube et proposer des vidéos un peu plus lifestyle. Donc j'ai fait un peu les deux. Il y avait des analyses de mode, beaucoup de Fashion Week et de Fashion Police, mais également beaucoup de hauls, de vidéos dupes, de vidéos où on parlait du style de star et tout ça. Et ça a fait un mix and match qui m'a permis de vivre des réseaux sociaux et j'en suis hyper reconnaissante. C'est un privilège vraiment de pouvoir faire ce qu'on aime et de créer son propre métier au final, parce que encore une fois, quand j'étais étudiante de mode, il n'y a aucun des élèves qui se disait je vais parler de mode sur les réseaux sociaux et en vivre. Ça n'existait pas, ou tout juste quoi. Donc je suis hyper privilégiée de tout ça. Mais malheureusement, je me suis perdue, je pense, dans ce contenu parce que partager mon style, mon corps, presque devoir au final théâtraliser sa vie pour faire des likes, pour faire des vues, pour avoir des collaborations, c'est quelque chose qui ne m'a jamais épanouie. Et c'est pour ça que très vite, même sur Instagram, j'ai réessayé de faire des vidéos purement mode. Sauf qu'il y a eu, je sais pas, une sorte de contraste où j'ai pas réussi à naviguer avec l'air du temps et à naviguer avec ce que la mode attendait de nous. Et déjà, les chiffres comptent beaucoup sur les réseaux sociaux et autant sur YouTube, franchement, j'ai de bonnes statistiques et tout ça. Autant sur Instagram, par exemple, j'ai du mal à fidéliser les gens et bref, on rentre vite dans un jeu à vouloir absolument du like, des vues, à vouloir aller sur des formats qui plaisent et qui vont buzzer presque. Et pour que ça buzz, souvent il faut être négatif ou au moins extrême. Par exemple, sur une Fashion Week, s'il y a un défilé qui est extrêmement bien réussi, dont tout le monde parle, ça peut fonctionner, mais globalement, ce qui va vraiment fonctionner, c'est de parler des pires défilés, des pires collections, de tous les bad buzz qui peut se passer, des stars les moins bien habillées, de tout ce truc de négativité. Et j'en ai personnellement presque perdu ce goût pour la mode de juste partager ce que j'aime dans la mode parce que il y avait cette pression de devoir en vivre et de devoir faire des vues, et sachant que j'arrivais pas à agrandir ma communauté sur Instagram, à fidéliser, à peut-être être un peu plus attachante parce que j'arrive pas aussi à juste prendre mon téléphone et parler comme ça. J'ai tellement besoin de vous donner de vraies informations, de vous donner du fond, de vous expliquer, que vous en ressortiez vraiment avec des connaissances supplémentaires entre guillemets, que je suis toujours un peu en retard sur l'information, sur l'actualité, ou mes vidéos sont toujours très, très travaillées, ça aide pas, les gens ont besoin d'authenticité, encore plus maintenant. Et bref, tout ça a fait que je suis rentrée dans un cercle où je parlais pas forcément des choses qui me plaisaient le plus. Au contraire, je m'attardais sur ce qui me plaisait peut-être le moins, ce qui était le moins bon. Enfin, puis juste, de toute façon, c'est quelque chose d'assez habituel quand on est passionné de quelque chose et qu'on décide d'en faire son métier. On peut tomber dans ce cercle vicieux de plus aimer ce qu'on fait parce qu'on le fait plus pour la passion, mais on le fait pour l'argent. Et ça biaise beaucoup de choses. Et moi, la mode, c'est vraiment dans mes tripes. C'est quelque chose que j'aime vraiment, la mode. C'est fou même de parler de mode et d'aimer tellement ça, c'était tellement dans mes tripes que ça me fait monter un peu l'émotion. Moi je viens d'une famille où la mode n'a jamais été un sujet. Je viens du sud de la France, on n'allait même pas vraiment au musée, où j'avais des grands-mères qui touchaient un peu la peinture ou des trucs un peu artistiques, mais j'ai pas du tout cette culture de l'art, du musée, de la mode. Vraiment, je suis allée dans ce milieu-là parce que je me suis découverte une passion qui sort de je ne sais où. Un jour, j'ai vu un stand dans les, comment on appelle ça, les trucs où il y a, quand on est étudiant, les salons de l'étudiant, voilà. Dans un salon de l'étudiant, je suis tombée sur un stand d'une école, pas de mode, c'était une école d'art appliqué. Et je sais pas, ça m'a pris à l'intérieur de moi. Je me suis dit, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma vocation, c'est sûr, c'est ça. Et ça ne m'a plus jamais lâchée. J'ai été obsédée par cette idée d'être dans les arts appliqués et plus précisément dans la mode assez rapidement. Et ça me fait vraiment un truc quand je vois un défilé, quand je rencontre un créateur ou quand il y a même des actualités et tout, ça me fait vraiment un truc, ça me procure un truc, ça me déclenche une joie et une excitation qui est dingue.
Et en fait, ce truc-là, j'avais pas envie de le perdre et je l'ai perdu, ou du moins je savais plus comment le gérer. Tout s'est cassé la gueule et je ne savais plus comment vivre ça. On va pas se mentir, le fait que dans ma vie personnelle ça n'allait pas non plus, ça n'a pas du tout aidé. Encore une fois, c'est un milieu tellement particulier que je pense qu'il faut avoir une vie personnelle solide pour pouvoir y accéder, et ce n'était pas mon cas. C'est arrivé un moment où déjà j'ai perdu un membre de ma famille qui était important pour moi. J'ai perdu des amitiés, ou enfin je me retrouvais pas dans les amitiés que j'avais créées et dans le cercle social, et enfin mon socle était un peu bancal. Et en fait, je pense que ça m'a fragilisée, et c'est ce qui a fait que je n'ai pas su bien rebondir sur les opportunités que j'ai eues dans mon métier. Mais en plus de tout ce cercle vicieux, je pense très sincèrement que dans le domaine de la critique de mode sur les réseaux sociaux, être une femme n'est pas forcément à mon avantage. Je vais pas épiloguer plus que ça, mais si vous aimez la mode et que vous suivez plusieurs créateurs de contenu sur les réseaux sociaux par rapport à la mode, je vous laisse juste vous faire défiler les noms des personnes que vous suivez et constater le nombre de femmes et le nombre d'hommes. À partir d'un moment, la mode c'est quand même ouverte aux influenceurs et aux créateurs de contenu, je pense parce que elle n'avait plus le choix. Le nombre de vues et le retentissement, l'impact que ça avait sur internet, on ne pouvait plus passer à côté. Donc au lieu de juste à chaque fois les mettre de côté, ils ont commencé à inclure les créateurs de contenu dans leur histoire de marque et leur univers. Mais les opportunités ont eu du mal à venir à moi. Je ne dis pas que c'était parce que je suis une femme, il y a très certainement plein de choses qui font que je ne correspondais pas à ces marques, mais j'avoue avoir été un peu frustrée de voir beaucoup de mes compères et de mes collègues masculins être invités à tous les défilés de la Terre, à avoir des collabs de ouf, etc. Et qu'en tant que femme qui démocratise la mode sur les réseaux sociaux, on m'en a donné quand même très peu. La mode est un milieu tellement compliqué et tellement... En fait, c'est même pas qu'il est compliqué, c'est que c'est un milieu très particulier. Je me suis dit qu'en fait, peut-être que juste j'avais pas les épaules pour vivre ça, pour être dans ce milieu-là. Moi, j'ai juste envie de regarder la mode et d'en parler et de m'extasier avec vous, mais sans en faire des caisses. Et je pense qu'à un moment, on est arrivé sur les réseaux sociaux à quelque chose de trop surjoué et de trop théâtralisé pour que je m'y retrouve. Et à mon avis, j'étais trop fragilisée pour pouvoir rebondir. Et c'est là où c'est frustrant et compliqué pour moi. Je vous disais que j'ai pas eu vraiment d'opportunités, ou du moins que j'estime en avoir eu moins que peut-être certaines personnes sur les réseaux sociaux, mais j'en ai quand même eu, et c'est des opportunités que j'ai un peu loupées parce que j'avais plus l'énergie et la force mentale, je pense, pour pouvoir tourner ça à mon avantage et en faire quelque chose. Je vais vous donner des exemples précis, à prendre avec nuance, parce que moi à l'époque je l'ai pris très personnellement et je l'ai pris contre moi, mais en réalité il y a peut-être plein d'autres facteurs et plein de trucs qui ont fait que ça s'est mal passé. Prenons l'exemple de mon premier défilé Jacquemus, qui est mon premier défilé tout court. J'étais tellement ravie qu'on m'invite à un défilé Jacquemus. Pour le coup, c'est un créateur qui vient du sud de la France comme moi, qui a des références qui me parlent, qui est dans l'air du temps, qui parle aux jeunes, qui a ce truc des réseaux sociaux. Être invité à un défilé Jacquemus, c'était vraiment une sorte de goal, même si à ce moment-là, je trouvais que ces collections n'étaient plus à la hauteur de ce qu'il faisait au début. En 2015, quand j'étais encore étudiante et qu'il sortait ses premières collections, c'était assez oufissime de voir comment il arrivait à se démarquer, de voir à quel point sa vision était neuve et nouvelle. C'était un vrai coup d'air frais dans la mode. Et bien évidemment, c'est impossible dans la mode, mais dans tous les milieux, d'être toujours au top. C'est normal d'avoir des moments où on redescend un petit peu. Et pour moi, au moment où j'ai été invitée au défilé Jacquemus, c'était un moment où il s'y retrouvait un peu moins, où il s'était un peu perdu, et où en fait lui-même essayait de se dépasser lui-même, sauf qu'il avait atteint à un moment donné un tel niveau que c'est presque impossible de surenchérir avec son propre génie. Il fallait accepter peut-être qu'il y ait des moments un peu plus calmes, et en fait ça se voyait qu'il se battait contre lui-même pour toujours faire plus de buzz et sortir toujours de meilleures collections. Et c'était des collections qui ne me correspondaient pas vraiment. Au moment où j'ai été invitée à ce défilé, la dernière vidéo que j'avais faite sur lui, c'était
la pire collection Jacquemus. Ça me paraissait totalement what the fuck que j'ai une opportunité comme ça à ce moment-là, qu'on me permette de vivre mon premier défilé chez un créateur que j'avais critiqué, toujours dans ce truc aussi de la négativité fait buzzer sur les réseaux sociaux, et donc j'étais dans ce jeu-là et je me suis confrontée au fait de me dire mais en fait je vais aller à un défilé, je trouve ça ouf et j'ai envie de pleurer rien que d'y penser, je pense même que j'ai pleuré en recevant le mail, mais comment je vais gérer ça, je sais pas, et j'ai voulu tellement bien faire, j'avais prévu ma caméra, j'avais prévu mon téléphone et je m'étais dit je vais faire ça. Je me suis mis une pression monstre au final à mon premier défilé au lieu de juste me poser et vivre. J'avais tellement surintellectualisé le moment que comme ça ne s'est pas passé comme je l'avais projeté, j'ai pas su le gérer. J'ai jamais osé raconter cette expérience sur les réseaux sociaux parce que j'arrive pas trop à savoir si c'est moi qui ai tout mal pris et me sentais persécutée pour un rien, ou si vraiment mon expérience n'est pas hyper normale. J'arrive pas à me rendre compte, encore plus parce que c'était mon premier défilé et qu'après ça j'ai pas été invitée à beaucoup d'autres défilés. Mais écoutez, je vais vous raconter ça. C'est un défilé qui se déroulait dans le sud de la France, à Arles, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est un défilé qui demande une certaine organisation puisque il faut prendre 2 jours sur son planning pour y aller, dormir là-bas et puis revenir le lendemain. S'il faut prendre un train à 6h du matin, il n'y a aucun souci de mon côté. Let's go. Et finalement, elle me donne un train vers 9h ou 10h, quelque chose comme ça. Je me dis que si on m'a donné un train à cette heure-ci, c'est que ils savent ce qu'ils font et que la journée est organisée de telle sorte à ce que j'arrive à l'heure au défilé final. Donc je me pointe à la gare et il s'avère que ce jour-là, catastrophe SNCF, tous les trains du jour étaient en retard. Je ne me souviens pas du tout de ce qui s'est passé, mais il n'y avait pas un seul train à l'heure. Et bien évidemment, mon train de Lille pour Paris part avec une bonne demi-heure de retard, ce qui faisait que il y avait de très très grandes chances que je rate ma correspondance pour aller dans le sud de la France. C'est là que ça commence à poser souci. Je suis dans le train et je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et en fait je me rends compte qu'il y a plein de gens que je suis qui se sont déjà retrouvés à Paris dès 8h du matin avec un petit monsieur là qui avait une pancarte équipe Jacquemus, tout le monde s'est retrouvé, tous les copains ensemble, ils vont tous prendre le train ensemble et je me dis mais pourquoi là ils prennent tous le train à 8h du matin et pourquoi moi on me fait partir de Lille à 9h du matin, pourquoi je suis toute seule, et en même temps il y a ce truc de je fais confiance, ils savent ce qu'ils font. Il y aura très certainement une espèce de seconde équipe avec plein d'autres gens qui partent un peu plus tard. Et donc je me dis, ça va bien se passer, J'arrive à Paris, bien évidemment je rate ma correspondance, j'envoie un mail à l'équipe Jacquemus en leur disant comment je fais, qu'est-ce qui se passe. Et l'équipe Jacquemus est hyper rassurante, ils me disent t'inquiète pas, c'est la catastrophe pour tout le monde, essaye de prendre un train, n'importe lequel. On gère ça, il faut que tu prennes un train qui va jusqu'à Marseille, ça ira et tout. Je trouve un train qui va jusqu'à Marseille, je cours sur le quai, je demande à un contrôleur si j'ai le droit de monter dans le train. Il me dit madame, c'est la galère, c'est la catastrophe, tout le monde est en panique, montez dans le train que vous voulez, il n'y aura pas de contrôle aujourd'hui, tout le monde s'en fout, montez dans le train. Et donc je vais pour monter dans le train et là je repère un mec en mode équipe Jacquemus. Je me dis mais alléluia, je suis toute seule depuis ce matin, c'est bon, j'ai pris un train au hasard et il s'avère que c'est un train où il y a des gens qui vont au défilé Jacquemus. Je suis mais tellement soulagée à ce moment-là. Je vais voir le monsieur et je lui dis que je vais au défilé Jacquemus et je lui dis que je devais prendre le train de 10h, de 11h. Il me dit ah bon, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a personne qui devait être dans le train de 10 ou 11h. Je lui dis je sais pas, et je lui donne mon nom parce qu'il avait un listing. Je ne suis pas dans le listing. Je dis mais quand même c'est fou. Et en fait il y a une dame qui arrive qui dit qu'est-ce qui se passe, donc je lui réexplique le truc. Elle me dit ah si, elle me dit t'es Charlotte, et je lui dis oui. Elle me dit si, c'est moi qui ai pris tes billets de train, c'est bon, elle fait partie du truc Jacquemus. On me fait monter dans le train et en fait je me rends compte qu'il y a des wagons entiers de gens qui sont invités au défilé Jacquemus et ça y est, j'ai réussi à les retrouver, je suis trop contente. J'ai quand même ce truc au fond de ma tête qui me dit mais pourquoi j'étais pas dans les mêmes trains que tout le monde, pourquoi je ne suis pas sur le listing de base. Peut-être que j'ai été rajoutée après tout le monde, il restait peut-être des places et on a pensé à mon nom, donc il y avait peut-être plus de place dans le train de base que les gens prenaient, je sais pas, sur le coup je me dis bon, je ne sais pas ce qui s'est passé mais ça arrive. Là le principal c'est que je sois dans le train avec tout le monde.
bien évidemment, comme les gens ont pu se retrouver dès beaucoup plus tôt du matin, ils étaient en petits groupes, ils avaient pu un peu se retrouver. Moi, je me sentais encore une fois un peu toute seule, mais si ce n'est que ça, franchement, ça va. Le stress était redescendu, sachant que je vous épargne à quel point j'étais limite en train de pleurer, à me dire, en fait, je suis invitée à mon tout premier défilé, c'est le rêve de ma vie, et je vais rater mon défilé. Donc juste, j'étais trop satisfaite. Le train avance et il s'arrête à Avignon, et là, je vois tout le wagon se lever. Mais moi, dans mes mails, il y avait écrit noir sur blanc, un taxi t'attend à Marseille. Et je me dis, vas-y, je fais quoi? Sachant que je suis quelqu'un de très scolaire et de très carré, si on me dit, tu fais ça et t'es attendu à Marseille à telle heure, il y a un taxi qui est là pour toi, je suis pas du genre à faire différemment que ce qu'on m'a demandé de faire, sachant qu'encore une fois, jusqu'au bout, je me dis, tout est organisé de façon à ce que j'arrive au défilé. Donc, je fais confiance en l'organisation et puis j'ai pas envie de mettre d'autres personnes dans la mouise. Peut-être que je suis attendue, peut-être que si je descends à un endroit où on m'a pas demandé de descendre, bah dans les vannes, il n'y a pas de place pour moi. Enfin, je me fais toute une histoire et j'arrête quand même des gens qui vont au défilé. Je leur dis, excusez-moi, vous allez au défilé? Ils me disent oui, oui. Je dis, ben moi aussi, mais je comprends pas. Moi, on m'a demandé de descendre à Marseille. Vous êtes sûr que vous devez descendre à Avignon? Ils me disent, bah oui. Mais en fait, je tombe sur un groupe de gens qui travaillent, enfin, qui me dit travailler dans les équipes internes de Jacquemus. Donc ils sont pas juste entre guillemets invités, ils font partie vraiment de l'équipe Jacquemus. Et eux ils me disent, écoute, franchement, si on te dit de descendre à Marseille, nous à ta place on descendrait à Marseille parce que tout est organisé, vous n'avez pas tous les mêmes hôtels au même endroit et tout. Donc je reste dans le train et je suis toute seule. Je vous assure, je pense que je ne sais pas si j'ai gardé des vidéos de ce truc. J'étais dans un wagon toute seule à descendre à Marseille. J'arrive à Marseille, je ne trouve pas le taxi, mais encore une fois, l'équipe Jacquemus est quand même hyper présente et très rassurante. J'appelle la dame qui me dit, t'inquiète, prends un Uber, on te rembourse direct. Je monte dans un Uber, en plus je suis pas ni coiffée, ni maquillée, ni quoi que ce soit. Moi à la base je pensais avoir le temps de me préparer à l'hôtel avant d'aller au défilé, mais comme là on se retrouve avec presque 2 heures de retard dans les trains, je suis là dans le taxi en train de me maquiller, en train de me dire mais comment je vais faire. Moi j'avais envie d'être à mon prime, c'était mon premier défilé, j'avais payé 500 balles une robe Jacquemus parce que on m'avait pas proposé d'aller dans les showrooms pour me prêter quoi que ce soit ou quoi. Moi j'avais fait mon shopping Jacquemus, j'avais projeté trop de trucs quoi. Donc j'étais hyper stressée et dans ce stress, encore une fois, je regarde sur les réseaux sociaux, j'avais reconnu des petites têtes là dans le train, des gens que je me suis dit bah, je vais regarder sur les réseaux s'ils ont partagé des choses et là je me rends compte qu'en fait à Avignon, ils étaient tous ensemble, il y avait un dîner, enfin un repas déjeuner Jacquemus qui était prévu, enfin il y avait tout plein d'activités qui encadraient tous les invités Jacquemus jusqu'au moment du défilé. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais toute seule et j'ai commencé à le prendre personnellement en fait, juste, je ne suis pas assez bien pour faire partie du groupe des autres invités. Je ne suis pas assez importante pour qu'on me traite de la même façon que les invités. Attention, j'essaye de nuancer. Je ne dis pas du tout que c'était la volonté de l'équipe Jacquemus. Je pense qu'il y a eu peut-être plein de trucs dus au hasard juste comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être été rajoutée en dernière minute. Quelqu'un d'autre a fait mon planning. J'en sais rien. Juste, j'avais pas assez confiance en moi et j'étais trop fragilisée pour vivre la chose peut-être autrement. La finalité, c'est que j'arrive au défilé en temps et en heure et encore pire, j'arrive parmi les 10 premiers invités. Donc tout ce stress pour ça, je riais jaune intérieurement, mais j'étais à la fois admirative et à la fois dépassée, je pense, par tout cet univers et tout ce milieu-là, où en plus les gens semblent se connaître, ils se croisent souvent, il y a beaucoup de journalistes, de gens qui côtoient ce milieu-là depuis des années. Je me sentais tout petit à ce moment-là, je m'assois, le défilé un peu plus tard commence. Bien évidemment que lorsqu'on participe à un défilé, on en prend plein les yeux et le fait même d'être un défilé qui c'est majestueux quand même en général et encore plus un défilé Jacquemus qui est quand même reconnu pour être waouh, pour nous donner du spectaculaire. Vivre ça, c'est dinguissime et je le souhaite à tous les gens qui rêvent de la mode et de ce milieu-là, à tous les gens qui sont passionnés, qui ont ça dans le ventre. Je vous le souhaite parce que c'est absolument merveilleux. Mais la réalité, c'est que même si sur le moment, j'ai trouvé ça dingue et ouf et waouh et la collection et je vois Jacquemus de mes propres yeux et je le vois les mannequins et
Tout ça, c'est dinguissime. Il y avait Victoria Beckham qui était juste devant moi. Mais la réalité, c'est qu'une fois tout ça passé, lorsque je regarde le défilé pour écrire dessus et vous partager mon opinion sur ce défilé, ben, je le trouve raté. Je le trouve pas très bon, je le trouve pas très cohérent. À la fois, on voyait toutes les inspirations un peu de mariage de Jacques Mus, parce que c'était juste avant qu'il se marie avec Marco, qui est maintenant son mari. Donc on voyait qu'il y avait toutes ces inspirations, toutes ces envies de nous partager ça. Mais en même temps, il y avait une collaboration avec Nike qui est beaucoup plus sportwear, et je trouvais que les deux ne se mélangeaient pas très bien. À la fois, on voyait qu'il essayait de revenir un peu aux sources avec ce qui avait fait son succès au début, et à la fois, on voyait encore quand même qu'il n'arrivait pas trop à lâcher cette envie de faire toujours plus et de faire du marketing et de proposer des vêtements qui vont être partout sur les réseaux sociaux. Enfin, il y avait un espèce de mix and match qui n'était pas très juste à mes yeux. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, comment je gère ça? Comment je fais? Est-ce que ça se fait de parler négativement d'un défilé auquel on a été invité? Normalement oui, puisqu'on est un peu invité pour ça, c'est le jeu, on est critique de mode, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'on a quand même envie de plaire aux marques et de pas être blacklisté. Donc j'ai pas osé. Je me suis dit, je vais regarder un peu ce que mes collègues sur les réseaux sociaux font. Et tout le monde a trouvé ça merveilleux, tout le monde en a dit du positif. Est-ce qu'il faut réussir à avoir un angle un peu positif et ressortir le positif de la collection? Parce qu'il y en a quand même, le truc, tout n'est pas pourri, il y avait de très belles pièces, comme je l'ai dit, même le décor, l'univers, tout. Il y a plein de trucs que j'aurais pu présenter de manière positive. Et en même temps, j'avais l'impression d'un peu mentir, parce que si je n'avais pas été invitée, ce n'est pas vraiment ce que j'aurais dit. Mais dans la mode, c'est quelque chose auquel on est confronté tout le temps. Enfin, il y a un espèce d'équilibre à trouver que je n'ai pas su faire à ce moment-là. C'était il y a déjà 3-4 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'était il y a quand même déjà un moment. C'était la première fois que j'étais confrontée à toutes ces questions et je n'ai pas du tout su comment gérer, ce qui a fait que je n'en ai pas parlé, alors que ça aurait été hyper positif de dire j'ai été invitée au défilé Jacques Mus, de montrer mon expérience, de montrer comment je l'ai vécu, de dire ce que j'en pense. Enfin, il y aurait eu 1001 contenus à faire sur ça, et je me suis retrouvée totalement bloquée par à la fois cette envie de plaire, mais à la fois cette envie d'être quand même authentique et de dire ce que j'ai vraiment pensé. Bref, vous avez compris, ça a fini que j'en ai juste pas parlé. J'ai quand même partagé un peu en story, je crois que j'ai quand même publié des photos ou ce genre de choses, mais j'ai pas du tout fait mon job de créatrice de contenu autour de ce défilé. Et en fait, il y a eu 2-3 expériences par la suite qui se sont un peu déroulées comme ça, où j'ai eu des opportunités qui étaient quand même dingues, et où juste j'ai été bloquée de pas savoir comment gérer ça, de pas savoir comment en parler. Et en fait, je me suis pas sentie à ma place. Je me suis pas sentie avoir les épaules assez larges. Et il y a un dicton qui dit que parfois, on a des ambitions et des rêves, mais qu'on n'est pas la personne à ce moment-là faite pour vivre ses ambitions et ses rêves. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais trop fragilisée dans ma vie personnelle pour réussir à gérer ma vie professionnelle. Et j'ai pas réussi à rebondir sur toutes ces opportunités pour en tirer du positif et pour en avoir de plus en plus, et juste être intégrée totalement à mon milieu, c'est-à-dire aux critiques de mode sur les réseaux sociaux, aux réseaux sociaux. Tout ça pour vous dire qu'à la globalité, c'est une expérience qui m'a mis mal à l'aise et qui m'a renvoyée face à mes incertitudes et à mes peut-être incapacités à ce moment-là à être dans ce milieu-là. En même temps, c'est difficile de vous parler de tout ça, parce que maintenant, avec du recul, maintenant que je vais beaucoup mieux dans ma tête, bien évidemment que j'ai l'impression que j'aurais pu affronter tout ça là, maintenant. Et puis, j'ai conscience aussi qu'il peut s'agir d'une succession de concours de circonstances. Et ajouter à tout ça, par exemple, une marque comme Jacques Mus qui m'a donné cette première opportunité que j'ai pas méga bien vécue, parce qu'elle a contribué à me faire perdre confiance en moi à un moment donné. Il n'empêche que il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, ils m'ont réinvité à un défilé qui s'est extrêmement bien passé. Déjà, le fait de me réinviter, ça prouve quand même une certaine confiance. Ça prouve aussi qu'il n'y a pas forcément de rancœur sur le fait que j'ai pas fait de vidéo. Peut-être même qu'ils ont même pas capté et qu'ils s'en foutaient que j'ai pas fait de vidéo. Je sais que par exemple, dans leur défilé,
Il y a des défilés où il y a beaucoup d'espace et beaucoup de place et donc on a la possibilité d'être plus d'invités et c'est dans ces moments-là où potentiellement je suis là. Et il y a d'autres défilés où les places sont beaucoup plus limitées et donc il faut faire un choix et il est normal que je ne sois pas forcément dans cette liste. Et là où moi, il y a 5 ans, à leur premier défilé, je me suis sentie overstimulée et dans tous mes états, etc. Finalement, 2 ans plus tard, ils me réinvitent à un défilé qui, en plus de ça, m'a plu. C'était déjà trop tard, j'étais dans une mauvaise période qui faisait que je n'arrivais plus à parler ni en vidéo YouTube, ni même trop en fait sur Instagram ou sur TikTok, parce que je me suis mis une telle pression. Maintenant que je me refais le film un peu dans ma tête, je pense que petit à petit, j'ai tellement perdu confiance en moi sur plein de pans et de points de ma vie et de ma carrière et tout ça, que j'osais même plus en fait essayer de nouvelles choses. J'osais même plus faire des vidéos de peur qu'on pointe du doigt ma non-légitimité ou dès que je faisais une erreur. On sait comment sont les réseaux sociaux et ça fait partie du jeu d'être créateur de contenu, de savoir qu'il va y avoir potentiellement des avis négatifs et puis dans tous les cas on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est ok. Mais là moi je m'en suis fait une montagne, je me suis fait une montagne de tout ça. Je sais même pas si ça fait sens pour vous parce que j'ai l'impression que mon propos est hyper décousu et que c'est presque inexplicable tant c'est un ressenti et tant ça se passait aussi dans ma tête et que j'ai beau vous donner plein de petits exemples parce que j'en aurai plein d'autres à vous raconter, bien évidemment que c'est pas... J'ai essayé de vous donner un peu des gros trucs pour que vous compreniez, mais c'est plein de petits trucs qui viennent s'immiscer dans votre tête et qui font que moi pour mon cas c'est le fait d'allumer ma caméra me devient impossible, mais pour d'autres ça va être autre chose selon le travail et c'est ok dans le sens où si ça ne me convient plus et que je ne m'épanouis pas dans ça ou que peut-être juste j'ai pas les épaules pour, trouvons autre chose parce que bien évidemment que ça impacte mon état financier. Si je peux plus travailler, que j'arrive plus à travailler, j'ai plus de collaboration qui rentre et à un moment donné je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie, comment je peux me reconvertir. En même temps, j'aime beaucoup la mode, mais est-ce que du coup je dois en faire qu'une passion ou est-ce que je dois en faire encore mon métier? Mais dans ce cas-là, où postuler? Comment? Enfin, plein de questions se sont posées à moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de vraiment me retrouver, me recentrer, penser un peu à moi, me demander ce que j'allais bien pouvoir faire. Alors j'ai fait des tests un petit peu de job, de métier, je me suis posé pas mal de questions, j'ai cherché des formations, j'ai essayé de voir, mais en fait à chaque fois rien n'aboutit vraiment à 100% parce que je reviens toujours à ce truc de mais j'aime faire des vidéos et j'arrive pas à surpasser ma peur de comment on va me voir, de ma confiance en moi et tout. Et donc ça a été un long parcours qui au final a duré pratiquement 3 ans. C'est long, 3 ans. Moi, ça m'a paru être une éternité à me battre contre moi-même. Et pour en plus, pas grand-chose, quoi. Comment expliquer aux gens qui vous disent « alors, tu fais plus de vidéos et tout ?» Non, j'ai plus confiance en moi. Je sais pas, ça me paraissait tellement être du ouin-ouin. Je me sentais être un bébé cadeau, mais en même temps, on sait que si on pouvait contrôler ce qui se passait dans notre tête, ce serait bien plus facile. Mais ce n'est pas le cas. On est obligé juste de faire avec et d'essayer de trouver des solutions pour nous apaiser, pour baisser les angoisses. Et pourtant, je suis pas quelqu'un d'angoissé à la base et même à la base, je m'en fous de ce qu'on pense de moi, mais je sais pas. Les réseaux sociaux cumulés au milieu de la mode, ça fait un matchy-matchy qui est quand même particulier. Si je suis venue aujourd'hui sur mon fauteuil vous parler pendant je ne sais pas combien de temps, vous mettre un tunnel sur mes émotions et ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu, c'est pour vous dire que je souhaite revenir sur YouTube et rebondir surtout en me servant de ce que j'ai déjà réussi à construire qui finalement est quand même pas trop mal si on regarde de loin avec du recul. Je pense pas que j'ai à rougir de ce que j'ai proposé jusqu'à présent, des contenus que j'ai faits, de la qualité de ce que je vous ai proposé. Je pense que ma vie personnelle s'est améliorée à un tel point que le problème de confiance en moi n'est pas tout à fait effacé, mais il s'est quand même bien arrangé. L'objectif, c'est qu'à partir de septembre, je veux revenir sur YouTube
doucement mais sûrement avec une vidéo toutes les 2 semaines, enfin une vidéo une semaine sur 2, ce qui ferait environ 2 vidéos par mois pour commencer. Ce seraient des formats très pédagogiques, toujours dans l'optique de démocratiser au maximum la mode. J'ai déjà un peu mes idées, mes trucs, j'ai commencé à travailler dessus et ça m'excite. Le matin, j'ai envie de me lever et d'écrire sur ça. Donc, c'est hyper encourageant de mon côté. Je me dis que ça peut le faire et que je peux vraiment réussir à recréer un cercle vertueux. Surtout qu'en plus, je sais que vous êtes des amours et à chaque fois que je publie une vidéo, que je publie quelque chose, vous êtes plein à me soutenir, vous êtes un soutien sans faille. J'ai toujours plein de messages de soutien, même quand je poste pas, j'ai toujours des petits messages qui me disent comment ça va, nanana et tout. Enfin, vous êtes absolument adorables. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour mériter ça. Ça me pousse encore plus à me dire, en fait, j'ai quelque chose à faire sur les réseaux, sur les vidéos. Et qu'importe les opportunités qui viennent ou pas à moi, il faut pas que j'attende après ça. Et il faut pas que je me base sur ça. Il faut juste que je sois moi-même et que je crée ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de donner, sans attendre des opportunités en retour, sans me comparer à ce que font mes collègues masculins, à ce qu'ils ont de plus que moi ou pas. D'ailleurs, il y a aussi de plus en plus de femmes qui se mettent sur les réseaux sociaux et je suis ravie, il y a de la place pour tout le monde et je me dis, plus on est, plus girl power, là on va peut-être arriver à s'imposer et à faire quelque chose. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie et c'est pour ça qu'en septembre, j'ai envie que ce soit un nouveau départ pour moi. J'ai envie de me concentrer sur les vidéos que j'ai envie de faire. 2 vidéos par mois, ça me semble faisable, sachant que je m'y mets dès maintenant pour avoir un petit peu d'avance quand même, parce que sait-on jamais. Je pense lancer un podcast en même temps et ce serait du coup les vidéos YouTube qui seraient aussi disponibles en podcast. On va pas commencer à se rajouter du travail dès maintenant. Là, on revient doucement mais sûrement, j'ai dit. Donc, il y aurait un podcast qui serait disponible à partir de septembre aussi, étant donné que c'est un format que j'écoute beaucoup. J'adore les podcasts. Je trouve ça merveilleux. En tout cas, je suis très cliente et très friande de ça. Et donc, autant en proposer un également. J'ai pas encore travaillé sur la DA du podcast, mais ça m'excite un peu. Genre le matin, j'ai envie de me réveiller pour le faire. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle parce que si jamais par grand malheur vous êtes passé par des moments un peu de down psychologiquement, vous savez à quel point trouver un objectif qui fait qu'on a envie de sortir du lit le matin, c'est difficile. Et donc là, je me tiens au fait que c'est le cas et que j'arrive à être motivée par mon travail, à être motivée par ce que j'ai envie de faire. Bien évidemment que le fait que ma vie personnelle se soit un peu plus arrangée y est pour beaucoup, on va pas se mentir. Certes, j'ai pris du temps pour moi pour me faire du bien à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai fait du sport, j'écoutais des podcasts, j'allais marcher, nanana et tout. Mais j'ai également fait des rencontres qui, on peut le dire, changent ma vie. Ouh. Mais là, ce sont des larmes de bonheur et de reconnaissance, donc c'est déjà pas mal. J'ai trouvé une routine qui me fait du bien. J'ai trouvé des amis sur qui je peux compter, qui sont là et qui prennent soin de moi pour de vrai, qui ont envie d'être avec moi pour de vrai. J'ai trouvé une amoureuse. D'ailleurs, petit coming out sur YouTube, je crois pas que je l'avais déjà dit, bien que ce ne soit pas nouveau pour moi et pour ma famille. Je suis tombée amoureuse après des années sans l'avoir été. C'est d'ailleurs pour ça que je suis dans un nouvel environnement et tout, parce que j'habite avec cette personne qui est un soutien sans faille et ça aide de dingue. C'était pas mon nom de bingo. Pleurer sur internet là. Ouh. J'ai beaucoup de chance d'avoir fait toutes ces rencontres et j'ai beaucoup de chance d'avoir construit tout ce que j'ai construit un peu plus jeune et de pouvoir me reposer dessus. Donc maintenant je vais essayer juste d'y faire honneur, de m'épanouir parce que c'est tout ce que je me souhaite et j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que à partir de septembre on se retrouve pour de vrai ici et sur d'autres plateformes et que le meilleur reste à venir, mais j'en suis persuadée. Donc je vous dis à très bientôt et merci pour tout.